Alors, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette salle Las Vegas toute la matinée. Ce sera une salle qui sera dédiée à l'intelligence artificielle. Nous aurons la joie d'avoir 5 intervenants qui vont nous parler de 5 projets au fur et à mesure innovants qu'ils ont menés dans leur société. Les garçons, c'est parti. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gilles Bedou, responsable formation chez LGM, et Guillaume Oliveri, directeur adjoint de Stelia. Ils vont partager avec nous un projet innovant qu'ils ont mené dans l'industrie aéronautique qui vise à former des maintenanciers et des opérateurs grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que LGM a fait un énorme travail sur toute la partie ingénierie pédagogique, tandis que Stelia a travaillé sur le côté intelligence artificielle du projet. Les garçons, la parole est à vous. Merci. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Donc, on va vous partager effectivement un retour d'expérience sur un déploiement dans un grand groupe français. Alors avant, peut-être on va se présenter. Gilles, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Ouais, bonjour à tous, je suis Gilles Bedou, donc, je suis responsable métier training au sein de la direction technique et de l'innovation du groupe LGM. J'ai 12 ans d'expérience dans la formation. J'étais d'abord chef de projet sur des projets internationaux d'assez grande envergure, et puis depuis 6 ans j'occupe ce poste de responsable métier. Voilà, et donc moi je suis Guillaume Oliveri, ça fait 20 ans que je travaille dans la formation. J'accompagne des directions métiers, principalement Learning and Development, Knowledge Management, RH, innovation comme interne, dans le déploiement de solutions innovantes. Ma mission, c'est de faire en sorte en fait, de faciliter l'appropriation de ces technos au sein de ces départements métiers, de détecter aussi les bons ambassadeurs pour démarrer ces projets, d'en assurer le succès et d'étendre à d'autres départements. Alors rapidement, on va vous expliquer aussi qui on est, donc Stelia LGM. Stelia, c'est une EdTech créée en 2019, on a obtenu le label Deep Tech BPI France en 2020. On est spécialisé donc, dans le traitement automatisé du langage, dans l'IA générative et dans les Large Language Models. On est 27 collaborateurs avec un ADN très technique, hein. On a 10 data scientists et 9 tech dans l'équipe. On est incubé à Polytechnique. On travaille en étroite collaboration avec le CNRS et donc on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle depuis notre création en 2009. Gilles, pour LGM. Voilà, donc LGM, c'est une société de conseil en ingénierie. Nous sommes 1500 collaborateurs, surtout actifs dans les secteurs aéronautique, défense et ferroviaire. C'est une société qui existe depuis 30 ans et on accompagne notamment nos clients dans le déploiement de dispositifs de formation, donc avec des services d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, de déploiement de solutions en digital learning et de dispense de formation. Donc pour entrer dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle c'est devenu un vecteur d'innovation très important pour les départements formation. Les minutes qu'on a ensemble, Gilles va vous partager les défis qu'on a rencontrés pour ce projet, et on en a eu plusieurs. Moi je vais vous parler de la solution qu'on a apportée pour répondre à la problématique de base, et je voudrais insister dès maintenant sur 2 facteurs clés de succès qui sont incontournables. Le premier, c'est la collaboration interdisciplinaire entre les experts data scientists et les équipes pédagogiques. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, le deuxième facteur clé de succès très important, c'est la qualité des contenus en entrée. Et c'est de ça que va dépendre vraiment la performance de ce qu'on va vous présenter. Alors, je laisse la parole à Gilles qui va vous partager la fiche d'identité du projet, que vous compreniez à quelle audience était destiné, quel était le contexte de déploiement, quelle était la problématique et quelles solutions on a apportées. Donc le contexte du projet, donc la population d'apprenants était composée d'environ 200 maintenanciers et opérateurs qui travaillent sur un équipement embarqué sur des systèmes aéronautiques et défense. Donc ça représente une masse de connaissances relativement complexe et on a dû faire face à un défi, comme ça arrive souvent aujourd'hui, c'est que les experts formateurs étaient peu disponibles. Donc là, le défi, c'est qu'on devait justement aider cette population à acquérir une masse de connaissances sur des tâches relativement complexes. Les sources, donc le contenu de formation qu'on avait à notre disposition, qui a été développé au préalable par LGM, était composé donc de toute la documentation technique et de tous les modes opératoires et procédures opérationnelles liées à ces équipements, et également de tous les modules de formation, c'est-à-dire faire en format, e-learning, vidéo, PowerPoint, documents PDF,
etc. Alors la solution qu'on a apportée, c'est de déployer justement cet agent conversationnel qui était capable de parser rapidement l'intégralité des données de manière à pouvoir fournir des réponses contextualisées aux apprenants en tenant compte de leur niveau de connaissance, mais également de leur style d'apprentissage. Et c'est de ça dont on va vous parler un peu plus en détail, de comment on a pu justement déployer cette solution. Alors voilà à quoi ressemble un assistant virtuel de connaissances. Donc, il est basé sur un workflow automatisé et donc des modèles propriétaires. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. En entrée, on va prendre tout type de documents, on va prendre des PDF, de la vidéo, on va prendre des audios. On va souvent, dans beaucoup de déploiements, développer des API pour se connecter directement au LMS du client et aller chercher la donnée directement dans son LMS. Et puis ensuite, on va donc générer donc cet assistant. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement cet assistant? Il va effectivement parser des contenus, il va faire de la réponse générative sur des sources vérifiées, donc des sources propriétaires clients. On va donc générer cette réponse, on va systématiquement citer les sources qui ont permis de construire cette réponse générative. C'est très rassurant pour l'utilisateur et aussi pour l'exploitant. On va ensuite proposer des concepts clés qui sont associés à la recherche de l'utilisateur. Donc c'est vraiment de la recommandation de contenus complémentaires. Et puis vous voyez qu'en dessous, on va proposer aussi des contenus qui complètent donc des vidéos, des extraits parfois documentaires. Et on est aussi capable de générer des quiz et des activités pour tester, pour évaluer, pour positionner les apprenants. Ce n'est pas systématique, mais on le fait de plus en plus souvent. Donc voilà comment fonctionne cet assistant virtuel de connaissances. Je reviendrai après sur le workflow pour que vous compreniez vraiment les étapes et c'est assez simple, vous verrez. Le but, c'était que vraiment, on ait une IA qui puisse s'adapter au contexte d'apprentissage et aux différents styles de communication des apprenants. Donc, la solution Stelia, c'est justement une IA qui permet de s'adapter à ces défis-là, à ces besoins-là, tout en intégrant une base de données exhaustive qui était composée des contenus de notre client, des contenus d'apprentissage et qui se limitait exactement à ça. Et on a nourri aussi Stelia avec la scénario pédagogique donc les scénarios pédagogiques de notre client. Alors les 4 caractéristiques principales de l'assistance Stelia, mais tout d'abord, c'est justement que le Stelia va utiliser uniquement cette base de données et ne va pas en fait utiliser d'autres données externes au projet et donc va se cantonner et va éviter toutes les hallucinations ou toutes les dérives dans les réponses qui peuvent arriver avec l'IA telle qu'on les connaît aujourd'hui et telle qu'on peut l'expérimenter lorsqu'on utilise des gros moteurs, des agents conversationnels tels que ChatGPT. La deuxième caractéristique, c'est que Stelia est multimodal. Donc Stelia va pouvoir traiter tout type de contenu, que ce soit du PowerPoint, des modules e-learning sous différents formats, de la vidéo, autant en entrée qu'en sortie. Et va pouvoir donc générer des réponses sous forme d'extraits vidéo, sous forme textuelle, en amenant des concepts supplémentaires à l'apprenant et également en générant des couples questions-réponses pour pouvoir générer de l'interactivité avec les apprenants, également générer des QCM. La troisième caractéristique importante, c'est qu'on est totalement propriétaire de la solution, ce qui nous assure une indépendance totale dans la conception de la solution et également de pouvoir être totalement libre dans la solution spécifique qu'on va générer et également de pouvoir faire ça de manière assez rapide. La quatrième caractéristique qui est très importante aujourd'hui, c'est que l'outil Stelia est intégré à l'environnement technique de notre client et donc va pouvoir s'interfacer avec les autres outils et plateformes grâce à des connecteurs type API. Alors, l'objectif ici, c'est de vous expliquer un peu les grandes étapes de ce déploiement pour que vous compreniez comment fonctionne cet assistant. La première étape, c'est vraiment une étape très importante, c'est le parsing hiérarchique des contenus. Donc c'est là où on va découper le corpus de connaissances en petites unités de connaissances. On va catégoriser ces unités de connaissances, c'est-à-dire qu'on va définir si ce sont des définitions, si ce sont des connaissances pratiques, des connaissances théoriques, si ce sont des connaissances appropriées pour faire des exercices. Donc c'est vraiment une phase importante. Deuxième étape,
on va faire une vectorisation de chacune de ces unités de connaissances. C'est-à-dire qu'on va faire une représentation mathématique du sens sémantique de ces unités de connaissances. Cette étape, elle est très importante aussi parce qu'on va générer ce qu'on appelle des graphes de connaissances. C'est-à-dire que sur un corpus, même un très large corpus constitué de PDF, de vidéos, on va dégager les concepts clés de ce corpus, on va les dédupliquer et on va les mettre en relation. Et ça, ce processus, il est très important parce que c'est ce qui va permettre d'avoir en sortie des réponses génératives très précises. C'est aussi ce qui va permettre de générer des quiz avec un intérêt pédagogique parce qu'il arrive qu'il n'en ait pas beaucoup. Donc c'est une étape importante. Troisième étape, c'est la personnalisation des assistants. C'est finalement la phase où le client détermine s'il veut un assistant, un méta-assistant avec toute une bibliothèque très riche de connaissances et donc un méta-assistant qui va répondre à toutes les questions, quelle que soit la thématique, ou deux plus petits assistants spécialisés sur une bibliothèque de ressources un peu plus fine et pour un usage un peu plus précis. Et puis la quatrième étape, c'est une étape aussi importante, elles sont toutes importantes, ce sont les tests de pertinence. C'est de nous assurer à la fois côté data science mais aussi côté pédagogie métier, eh bien que les réponses générées sont bonnes. Donc il va y avoir un certain nombre de tests et il va y avoir parfois des ajustements de nos modèles pour être plus précis, pour être plus efficace, pour être plus performant. Donc en résumé, ce qu'on a déployé chez ce client, c'est un workflow qui agrège l'IA générative, les large language models et les graphes de connaissances. Très rapidement, mais c'est un point aussi qui est très important. Évidemment, c'est compatible RGPD, toutes les données utilisateurs sont pseudonymisées. La solution est hébergée sur un cloud en France. La solution, elle est basée sur des modèles propriétaires, donc tout le workflow est propriétaire et donc en bout de chaîne, ce sont donc ces deux modèles en fait qu'on a fine-tuné, donc qui sont Mistral 7 et Llama 2, et on est en capacité de déployer cette solution chez les clients pour que vraiment la confidentialité des données, et vous imaginez bien que dans la défense, dans la santé, ce sont évidemment des paramètres à prendre en compte. Voilà, on est capable de déployer ça sur site. Alors, un des autres défis qui était à relever, c'est de s'assurer que notre agent IA allait être en adéquation avec les objectifs de formation de l'organisation cible. On a atteint on a relevé ce défi grâce à un processus itératif auquel les acteurs de la formation ont participé, et notamment via les tests dont Guillaume parlait, donc qui sont les tests de pertinence dans les réponses, mais également les tests d'extraction de la formation, par exemple. C'était une partie des tests qu'on a réalisés. Et donc, en faisant donc, justement interagir les acteurs de la formation et les concepteurs de l'IA, on a pu développer l'agent conversationnel pour être sûr qu'il cible les connaissances et les compétences clés qui devaient être acquises. Donc ça a vraiment été une collaboration interdisciplinaire, mais Guillaume en parlera encore un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc ça a pu vraiment nous assurer que l'IA ne soit pas un outil technologique, mais soit un réel partenaire pédagogique. Donc il y a vraiment une plus-value, qu'on ne soit pas dans une tendance et de se dire ok, on veut de l'IA et on va faire de l'IA pour de l'IA. Non, il fallait qu'il y ait une vraie plus-value métier, et ça a été assuré en faisant collaborer les formateurs et les acteurs de la formation à la conception de l'IA. Alors on a quand même aussi prévu, je pense que vous avez déjà tous été confrontés aux limites de l'IA. Je n'ai pas cette réponse, veuillez appeler le numéro suivant. Donc on a aussi prévu ça parce qu'on sait que l'IA aujourd'hui a ses limites. Et donc l'agence Telia, lorsqu'il atteint ses limites dans la réponse, il le reconnaît et il dit voilà, votre question je ne peux pas y répondre, mais je vais l'envoyer à un expert formateur. Donc la question est envoyée de manière aisée à l'expert formateur, et l'expert formateur va y répondre dans un délai relativement raisonnable, mais cette réponse va venir nourrir le corpus, et en fait l'IA utilise les réponses de l'expert formateur pour s'améliorer au fil des semaines.
Alors, une fois que l'IA était en place, on a voulu mesurer son efficacité et son impact. Très important parce que nouvel outil, nouvelle technologie, public cible assez novice avec cette technologie. Donc on a voulu mesurer l'efficacité et l'impact et on a réalisé des tests très spécifiques entre une population qui a suivi le parcours sans IA et une population qui a suivi le parcours avec l'IA. Alors on a pu, au travers des résultats, noter voilà, ces différentes tendances, c'est-à-dire que, notamment sur le taux de rétention de l'information, on a pu noter un résultat supérieur de l'ordre de 20% au quiz pour la population qui avait utilisé la technologie IA dans son parcours. Aussi dans la vitesse d'apprentissage, ben on a vu que pour obtenir le même résultat attendu, on a une vitesse d'apprentissage qui est supérieure de l'ordre de 30%. C'est assez compréhensible parce qu'en fait, ben chaque apprenant a son profil d'entrée en fonction de son background, a aussi sa motivation à apprendre, a un certain besoin d'accès à l'information. Et en fait, l'IA va améliorer la rapidité et le niveau d'information va être sur mesure par rapport aux questions de l'apprenant. Donc on comprend que ben, ça améliore la vitesse d'apprentissage, mais ça améliore aussi l'engagement. Parce que voilà, je pense que vous avez tous été confrontés à des parcours de formation où finalement on s'ennuie à certains moments parce qu'il y a déjà une partie de la formation qu'on connaît. Et donc justement, donc on a un meilleur engagement si on a uniquement le cadre d'information qui nous intéresse. Et alors le gain de temps formateur, ben là c'est assez évident. Évidemment, il y a le temps de participation au développement et à la mise en place de la solution qui est non négligeable, mais qui est après compensé par une autonomie accrue des apprenants et où le formateur reste important quand l'IA atteint ses limites, mais dans l'ensemble, il y a évidemment un gain en disponibilité des formateurs. J'insisterai jamais assez dessus, la collaboration interdisciplinaire c'était essentiel. C'est vrai que on a fourni un gros travail en fait pour vraiment faire en sorte que nos experts data scientists se rapprochent de la pédagogie, que cette technologie s'intègre de la manière la plus intuitive dans le parcours d'apprentissage. Et l'objectif c'était tout simplement de compléter les méthodes pédagogiques traditionnelles et de faire en sorte de rendre ce parcours et tout ce scénario de formation plus dynamique, plus interactif. Le retour qu'on a eu des utilisateurs, c'est effectivement, Gilles l'évoquait, c'est cette simplicité d'accès depuis un assistant à des informations qui sont parfois dispersées sur différents modules. Ça va être également des réponses très fines par rapport à une recherche précise effectuée. Ça va être aussi cette simplicité d'accéder sur des fiches techniques qui sont quand même assez peu digestes, très denses, à la portion vraiment précise qui les intéresse pour le geste technique qu'ils ont à faire. Donc ça, ce sont vraiment des éléments très importants. Il y a aussi deux autres choses qui sont importantes, c'est qu'on travaille quand même la curiosité de l'apprenant, c'est-à-dire que quand il effectue une recherche, on va lui recommander des contenus qui complètent intelligemment sa recherche. Donc ça va l'encourager finalement à mieux s'informer, mieux se former. Et il y a aussi un élément important, c'est que donc ça c'était un assistant qu'on a déployé en 2 langues à la fois, donc on est capable de faire des réponses génératives en anglais et en français, et on est capable de traiter des sources qui sont en anglais et en français. Ce qui était important, c'est aussi que si on nous pose une question en français, on va parser un contenu qui est en anglais, on va faire une réponse générative en français et inversement. Donc ça fait sauter aussi une barrière légère, mais qui est quand même parfois un obstacle, et donc là l'objectif c'est de lever tous ces obstacles. Voilà ce qu'on a eu comme feedback utilisateur, et Gilles, je te laisse la parole. Et donc le but c'est aussi de regarder vers l'avenir, c'est des nouvelles technologies, vérifier comment elles sont utilisées, et donc ça on le fait justement en récoltant le feedback des apprenants au travers de sondages, au travers de workshops. Le but c'est de viser une amélioration continue de la solution, que ça reste une solution qui est adoptée, où il y a une adhésion, mais aussi qu'elle puisse vraiment répondre à un contexte pédagogique et à des besoins de formation des apprenants. Donc au travers de ces workshops, de ces feedbacks, ben, on identifie différents axes d'amélioration. Notamment, ben, est-ce qu'on a des nouvelles fonctionnalités à intégrer
structurer ou est-ce qu'on doit recadrer les tâches de notre agent conversationnel. Un autre axe d'amélioration, ça va être aussi d'améliorer le corpus. Donc lors des sondages, lors des workshops, on peut nous remonter des trous dans la raquette dans la génération des réponses. Donc le but, c'est aussi de pouvoir améliorer le référentiel documentaire dont l'IA se sert. Et on peut aussi noter qu'il peut y avoir une dissonance entre l'ambition de déploiement de l'IA et finalement l'adhésion des apprenants, l'adhésion des utilisateurs à cette IA. Et ces workshops, ils permettent aussi de recadrer ça, de pouvoir retravailler sur la sensibilisation, sur l'adhésion, l'adoption de cette nouvelle solution, qui est clairement une vraie révolution, on le sait, qui peut nous amener probablement beaucoup d'avantages pour l'avenir dans la formation, avec beaucoup de points d'emploi identifiés, mais évidemment, ce qui va être important, c'est de vérifier l'adhésion des populations utilisatrices. Voilà, donc en résumé, hein, on vous a listé 6 points clés qui nous semblent importants hein, pour que vous repartiez avec quelques informations synthétiques. Donc ces 6 points, c'est le premier facteur clé de succès, c'est un modèle d'IA spécialisé, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur un scope de tâches qui est réduit, qui adresse bien les besoins du client, les besoins des utilisateurs surtout. C'est très important. Le deuxième facteur clé de succès, c'est pareil, c'est vraiment essentiel, ce sont des contenus de grande qualité en entrée, sinon voilà, vous aurez beau avoir une très bonne technologie, la qualité des réponses sera médiocre si le corpus est de mauvaise qualité, mal structuré, incomplet. Troisième point, c'est un alignement avec les objectifs métiers et les besoins concrets des utilisateurs. C'est un point essentiel. Ça m'amène au quatrième point, il faut absolument qu'il y ait une bonne compréhension par les utilisateurs de l'impact de l'IA et de ce qu'on va être en capacité de traiter. Il ne faut pas avoir des attentes supérieures à la réalité et il faut surtout que ça s'intègre à un besoin précis. Donc ce cadrage des usages, des besoins des utilisateurs et du scope de tâches qu'on va traiter grâce à ces fonctionnalités, c'est aussi essentiel. Ça peut paraître du bon sens, mais je pense que c'est utile de le rappeler. Cinquième point, je le répète, c'est la collaboration interdisciplinaire. C'est vraiment très important. L'IA peut être un outil fabuleux, mais il doit être aussi donc piloté par la pédagogie. Et donc, c'est vraiment des workshops réguliers entre experts, data scientists et pédagogues. C'est très important. Et puis, enfin, Gilles en a parlé dans la slide précédente, c'est vraiment l'évaluation continue. Ça n'est jamais parfait, c'est en constante progression. Voilà, donc ça c'est quand même un point très important, c'est d'ajuster nos modèles, nos solutions aux besoins précis des utilisateurs. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. On a été très content de partager ce retour d'expérience avec vous. Donc merci beaucoup et merci Gilles de ta participation. Merci Guillaume. Merci. Un grand bravo Gilles et Guillaume pour votre travail. Je vais prendre maintenant les questions de la salle. Vous pouvez commencer à lever les mains si vous en avez. Une chose que je trouve très importante et qu'on va souligner pour ceux qui ne sont pas experts de ces sujets-là, vous avez réussi à déployer un dataset, un corpus à partir des données du client. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce que les clients aujourd'hui veulent. Ils veulent qu'on fasse des IA sur leurs données. Donc, ouais. Super intéressant. Bonjour, donc je suis Dorothée Cavine-Brosse, responsable de recherche à l'IFCAM, Université du groupe Crédit Agricole. Ouais. Donc merci beaucoup pour votre présentation qui était absolument passionnante. Donc j'avais une question sur l'entraînement de votre outil, notamment quand on a des données qui évoluent très fréquemment. Et donc quand l'outil il est entraîné et que les données elles deviennent vite obsolètes, comment est-ce que vous gérez l'obsolescence des données dans l'outil pour être sûr qu'il n'aille pas ressortir des données qui étaient dépassées? Merci. Merci beaucoup de votre question. Effectivement, c'est un point qui est très important. Hein, les corpus de connaissances, c'est comme le bois, hein, c'est un matériau vivant, donc il faut que ça vive. Alors, quand on développe des API pour aller directement chercher les ressources dans les LMS, en fait, les mises à jour se font automatiquement. C'est pas systématique qu'on travaille directement en intégration sur des LMS. Hein, on travaille avec beaucoup d'éditeurs, mais c'est pas systématique. Donc, on a également un back-office
qui est disponible en fait pour les clients et qui leur permettent de mettre à jour régulièrement les contenus. Donc tout le workflow que je vous ai présenté avec finalement cette segmentation, cette catégorisation, cette vectorisation se fait de manière automatisée et ça permet en fait de mettre à jour les corpus. Donc c'est vraiment les deux manières qu'on a. Soit on développe une API directement qui connecte aux données du LMS qui sont donc mises à jour, soit on va permettre aux clients de faire ces mises à jour. Il y a aussi un élément important pour compléter votre question, c'est la datation des réponses. Quand on performe un assistant fiscal ou un assistant juridique, eh ben, il y a des lois qui changent, il y a des règles qui changent et la datation est très importante. Donc on est capable d'aller de manière assez fine dans une information délivrée qui correspond à la période donnée, par exemple pour une recherche utilisateur, notamment en fiscalité, c'est quelque chose de très important. Donc on est capable d'aller à ce niveau de finesse aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'est intéressant de voir du coup la convergence et le travail commun entre l'entreprise et l'outil. Vous avez relevé l'importance du coup de la co-conception et aussi de l'itération continue. Oui. Et donc c'est Stelia, si je comprends bien, il y a des équipes de data scientists. Ouais. Et donc moi, Benjamin, je travaille chez DataBird, je suis designer pédagogique. Donc on accompagne justement les entreprises à bien acculturer et bien aider les équipes à utiliser les outils data. Et donc pour vous, avec cette co-conception et cette itération continue et avec le regard de data, comment vous définissez justement les impacts et la performance de la formation? Est-ce que vous arrivez à définir les KPI pour suivre la performance de la formation et l'impact sur les collaborateurs? Oui, donc j'en ai parlé en partie. Hein, c'est ce qu'on a voulu faire. On s'est posé la même question que vous au début du projet. Et donc, au fil du projet, on a aussi conçu ces KPI, notamment sur le taux de rétention d'informations, sur la vitesse d'apprentissage, sur l'engagement, la régularité, l'assiduité des apprenants. C'est des choses importantes. On va continuer à y travailler. C'est clair qu'on n'identifie pas tout aujourd'hui, tous les apports. C'est les premiers pas. Mais après, voilà, venant de nous, étant une société, enfin voilà, avec des experts en ingénierie pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui est super important de voir le résultat, l'impact. Voilà, comment on est passé du full présentiel il y a 15 ans, l'évolution de toutes les technologies distancielles qu'on connaît aujourd'hui. On devait mesurer l'efficacité de ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère avec l'IA qui commence et on va aussi mesurer l'efficacité. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. C'était très stimulant comme présentation. Ça donne vraiment beaucoup d'idées. J'ai une petite question qui complète la précédente sur le volet évaluation. L'agent conversationnel, il a, si je comprends bien, une vertu d'info descendante, d'aller donner la bonne info au bon moment à la bonne personne, etc. Ouais. Comment finalement ça aide ou pas, si j'ai pas bien compris, la phase évaluative? Est-ce que ça embarque un quiz ou est-ce que ça c'est renvoyé vers le LMS? Ouais. Cette partie-là d'évaluation, un peu le basique de la formation, comment il est pris en charge en fait? Oui. Ah oui. Alors, on peut peut-être, je commence et tu... En fait, on a plusieurs manières de le faire. En fait, nous, on va être en capacité de générer des quiz, on va être en capacité de générer des exercices, des activités de type ordonnancement, catégorisation, texte à trous. Donc, quand c'est souhaité vraiment par le client, c'est pas systématique, on va mettre en place un certain nombre de ces activités. Alors, elles seront souvent soumises quand même à la validation des départements concernés, mais on va créer tout un tas d'activités et on est, alors ça sort un peu de l'assistant virtuel de connaissances, mais on est également chez les clients sur des sujets d'apprentissage adaptatif où on va donc construire ces exercices, on va construire ces parcours de formation et on va être en capacité de permettre à des utilisateurs de skipper des exercices si on voit qu'ils ont un score et une complétion rapide. Et à l'inverse, on va être en capacité de faire redescendre les utilisateurs sur l'arbre de connaissances si on sent qu'ils ont mal assimilé des concepts clés qui vont leur permettre vraiment d'avancer plus sereinement dans leur parcours. Donc nous, on est capable d'aller, de générer ces activités, de les mettre en production. On le fait de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on va nous donner un corpus, on va catégoriser ces unités de connaissances, on va définir si c'est suffisant pour faire des exercices de bonne qualité, on va travailler sur ce qu'on appelle des distracteurs, donc des mauvaises réponses qui ont quand même un intérêt pédagogique, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment un travail fin qu'on a apporté surtout cette année sur la qualité des distracteurs. On peut aller jusqu'à 9 distracteurs d'intérêt. Évidemment, hein, plus on en fait et moins bons ils sont. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on gère ce processus d'évaluation. C'est pas
Ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça permet en fait effectivement dans des dashboards précis de remonter des scores utilisateurs et puis surtout sur des populations, sur des cohortes en fait, d'identifier combien sont en décrochage, combien vont plus vite, quels sont les topics les plus consultés, qu'est-ce qui pêche le plus. Est-ce que la raison c'est peut-être qu'il y a des trous dans la raquette comme l'évoquait Gilles, comment on peut compléter ça? Est-ce qu'on a le corpus suffisant aussi pour aider ces utilisateurs à mieux assimiler des connaissances qui ne l'ont pas été? Donc ça c'est des points importants. Alors toute dernière question, si tu sais répondre en 10 secondes. Hein. Pardon. Alors c'est moi. Ouais. Bonjour, alors question en 2 secondes. Vous avez dit que les langues étaient le français et l'anglais. Même si on continue à mettre des documents sources en anglais, est-ce que vous avez prévu que l'argent conversationnel réponde dans d'autres langues dans les années qui viennent? Dans les années qui viennent, oui, mais pour le moment, les 2 langues, c'est vraiment français-anglais. Après, oui, on va pouvoir faire évoluer ça, mais pour le moment, voilà, on se cantonne à ça parce que on reste une petite équipe, nous ne sommes que 27 chez Stelia et la roadmap est dense. Donc voilà, mais oui, dans un avenir proche, j'espère, on sera en capacité de le faire, mais aujourd'hui, c'est limité à ça. Un grand merci à vous deux. Encore une fois, bravo.